Bonjour Thierry, Bonjour, ravi de Élodie. t'accueillir dans À haute voix pour parler de la prise de parole. Mhm. Alors on va commencer par parler un petit peu de ton expérience personnelle, professionnelle, et ensuite on retrouvera un petit peu plus dans les détails de tes projets par rapport à la francophonie, si ça te va. Mais c'est parfait. Alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? En quelques mots. Ouais. Non, ça va pas être possible, ça, en quelques mots. Eh bien, moi, je suis donc Thierry Ozer. Et alors, comment me définir? En fait, je suis un saltimbanque, touche à tout. Et j'ai passé une grande partie de ma vie sur la scène ou sur les scènes en tant que chanteur, comédien. Et puis aussi dans l'intérêt de la diversité des langues et des cultures. Donc, oui, sur la francophonie, mais pas que, hein, puisque j'ai aussi travaillé dans le franco-allemand. En fait, j'aime beaucoup l'inconnu et je suis très curieux. En fait. Alors, quel est ton parcours professionnel qui t'a mené jusqu'à ta fonction actuelle de directeur artistique de la compagnie de théâtre Les Asphodèles? Depuis ma plus tendre enfance, je crois par le fait d'avoir à la fois un père qui travaillait dans le cinéma et une mère institutrice, cette alchimie a fait que j'étais très très sensible euh, à l'autre, à la parole. Et voilà comment, dans ce parcours singulier, je me suis mis à lire, à écrire très tôt, ce qui m'a amené à écrire des chansons. J'aime beaucoup la musique. Je suis devenu chanteur dans un groupe de rock. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai que le rock, mais par les facéties extra-musicales, m'ont un peu épuisé. Et puis là, je suis tombé dans la commedia dell'arte. J'ai continué à m'intéresser à tout ce qui était écriture, adaptation. Et, euh, et dans les diverses équipes théâtrales que j'ai rencontrées, on était vraiment plurilingues. Voilà, ça m'a amené à ouvrir un lieu. Je voulais une maison, je voulais parler au monde, en fait. Beaucoup d'utopie en moi. Et puis, et puis de ces théâtres sont nés beaucoup de projets euh, qui m'ont amené effectivement à la direction artistique. Alors, qu'est-ce que veut dire direction artistique? C'est que pour moi, l'acte de création, mais comme le fait même d'être artiste, pour moi, c'est un acte politique, en fait. D'accord. Vraiment. En quoi? En ce point que quand on est artiste, il me semble, hein, c'est en fait de regarder les petites choses qui se passent dans la société, de venir zoomer dessus et, et de le proposer à l'ensemble de la communauté que nous formons avec un regard un peu différent. En fait, on est sur un fil hein, tout le temps. Et des fois d'ailleurs, c'est un peu casse-gueule, si je peux m'exprimer ainsi. C'est des fois, c'est pas si facile que ça. C'est un vrai choix. Et quand je dis que c'est un choix politique, c'est un choix politique dans le sens noble du terme. C'est pas partisan. Hein, mais oui, c'est effectivement de se dire voilà, je me mets un peu en décalage, je prends énormément de risques. Et puis je reverse ça. Mais comme d'autres le font dans d'autres professions, je pense. Hein. Mais le monde de la culture, c'est quand même ça. On est un peu. Il faut qu'on garde justement cette authenticité d'être dans le risque, à la fois de la tragédie qu'on veut montrer pour le plus grand nombre, même si ça fait rire. Hein. À quel moment tu as eu ce déclic de vouloir prendre la parole et parler de sujets qui te tenaient à cœur? Très tôt. Très tôt, mais je pense, mais vraiment très tôt, dans mon enfance, en fait. J'étais laborieux à l'école. J'étais souvent puni parce que j'étais ailleurs. Parce qu'en fait, quand un professeur nous racontait quelque chose, c'était pour moi une histoire. Donc je partais dans l'histoire, ce qui fait que je n'écoutais rien d'autre. Très tôt, j'avais comme une attractivité. J'étais attiré
par le fait de, de, de m'exprimer. Et ce qui fait qu'en classe, mais c'est vrai, c'est pas une blague. Surtout à partir du collège, j'avais un professeur qui s'appelait François Dupuis, qui après a changé de nom d'ailleurs dans sa vie, c'est très particulier. Ce type-là m'a donné le goût de l'interprétation, de la prise de parole en fait. Merci Monsieur Dupuis. Oui. Ouais, oui, je lui dis souvent, des fois il me dit, mais non, tu peux pas me dire ça, vu ce que tu as fait. Mais si, c'est vrai, il m'a donné ce goût-là, parce qu'il faut rencontrer quelqu'un qui mène ce déclic. Et l'expression, pour moi, elle est venue, alors c'est un peu bizarre de dire ça, de la douleur en fait, de la douleur. Quand ma grand-mère est décédée, j'ai écrit un texte, et grand-mère quand t'es partie. C'était un besoin, moi, en fait, hein, de m'exprimer. Donc, quand j'ai appris la guitare, dès le départ, le professeur, qui était Monsieur Frangin, qui était très connu hein, à l'époque, il m'a dit, mais attends, je t'apprends des chansons, il faudrait que tu les répètes. Mais en fait, je m'en foutais. J'avais envie d'écrire mes propres chansons, tout de suite. Il m'a dit, mais tu sais pas jouer encore. C'est pas grave. Voilà, parce que je pense que c'est important. Enfin, je dis souvent, le métier que j'ai fait toute ma vie, c'est une autopsychanalyse permanente et je suis payé pour la faire. C'est plutôt sympa. Et c'est vrai que c'est une psychanalyse de jouer, enfin d'être artiste, enfin, en tout cas de monter sur une scène. Parce que déjà, il faut avoir un ego. Pourquoi aller se montrer devant les autres hein? Voilà. Et moi, je pense que ça m'a fait du bien. J'ai eu besoin d'exprimer tout ça. Et c'est vrai que dans les parties de ma vie où je me suis le moins exprimé, c'est les parties de ma vie où j'étais le moins heureux. Bon, ça fait une transition avec ma prochaine question. Tu parlais de la musique. Tu as été musicien pendant 17 ans dans un groupe de rock. Tu as bifurqué dans le monde du théâtre. Est-ce que c'était une manière pour toi de t'exprimer d'une autre manière? Ah, totalement. Alors d'abord parce que j'ai pas été que dans le rock, j'ai été aussi troubadour. J'ai interprété plein de chansons de l'histoire de France. Mais dans la musique, dans la chanson, il y a un risque, c'est de tomber dans le... Je vais me faire engueuler hein, si des gens entendent ça. Dans une forme d'animation. Parce qu'en fait, soit on prend des chansons qui sont déjà écrites, soit on les écrit soi-même, ces chansons. Et quand les personnes trouvent ça intéressant, des fois ils reprennent en chœur ce qu'on a chanté. Ça m'est arrivé. Et là, il y a un côté un peu messe. Il y a un côté un peu bizarre. C'est-à-dire que les gens s'approprient ce que vous venez d'écrire et ils le reprennent en chœur en disant ouais, c'est génial, etc. Et ça, c'est quelque chose qui arrive aussi avec des répliques de films un peu connus? Non, c'est pas du tout pareil. Mais d'abord parce qu'au théâtre, on n'est plus tout seul à chanter. Hein. On donne la réplique. Ouais. Là, par exemple, on se parle et le dire. Donc, tu me poses une question, j'essaie de comprendre la question. C'est une difficulté pour moi. Hein. Et derrière, c'est de comment je vais y répondre en étant ce que je suis. Et le théâtre, c'est raconter une histoire. Donc, du coup, quelqu'un apprend un texte. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Et vous? Et vous-même? Et donc, c'est un dialogue. Ouais. Et pour moi, c'est essentiel, ça, le dialogue. Dans la musique, il y avait un dialogue avec le public, mais qui pour moi, est vraiment différent. Voilà, la bascule au théâtre a été formidable. Je vais même dire, je vais aller plus loin. J'ai souvent des personnes qui m'ont été très chères m'ont dit mais tu ne te sens pas légitime. Ouais. C'est un peu vrai. Dans le rock, à la fin, je me sentais plus légitime parce que on me demandait d'écrire différemment ou de proposer les choses pour que les gens adhèrent. Ouais. Et ça m'a saoulé à la fin. Non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Par exemple, dans le théâtre, on donne un spectacle. Alors, je trouve que les gens sont un tout petit peu trop sur leur retenue dans la réaction, dans les salles, chez nous. Tu attends quand même un échange de la part du public. Moi, je trouve que c'est formidable. Le quatrième mur... Alors d'ailleurs, moi j'ai fait du théâtre, je suis passé de la chanson et du rock à la commedia dell'arte, et c'est pas pour rien. Oui. Pour moi, la commedia dell'arte, c'est vraiment l'irrévérence absolue.
et c'est l'interactivité avec le public. Comment on s'exprime en commedia dell'arte? Bah, on s'exprime à la fois avec la parole, Ouais. mais avec les gestes. Est-ce que tu aurais un exemple en tête à Alors, oui, moi j'aime beaucoup le pantalone. Hein. Ah, bonjour, comment ça va hein. Alors, il y a toujours un petit côté comme ça, là. Hein, en fait, le masque de la commedia dell'arte, il est figé. Et c'est le comédien qui va amener la psyché du personnage. Hein. Et du coup, comme je trouve ça intéressant, parce que c'est des archétypes. Hein, et chaque comédienne va rentrer dans cet archétype de personnage et lui donner sa facette. Donc moi, je me suis éclaté dans la commedia dell'arte, vraiment, vraiment éclaté. Je trouve que c'est exceptionnel. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que dans la commedia dell'arte, on regarde comme ça, on parle au personnage, on parle à l'autre, puis on revient au spectateur, on dit « Oh, t'as vu ce qu'il a fait, lui hein ?» et on revient. Parce que c'est le nez hein, qui fait fonctionner le personnage. Donc, si je regarde comme ça, hop, je regarde comme ça. Et du coup, je vais chercher le public, je le ramène à moi et je le renvoie à l'autre. avec ton nez? Voilà. Et ça, c'est fabuleux. Et moi, le rapport au public, même aujourd'hui, hein, je trouve excessivement riche. D'ailleurs, je me dis que souvent, il y a de plus en plus un mur entre la scène et la salle. Ouais. C'est-à-dire que les grands dramaturges que j'apprécie beaucoup, on parlait de, moi je dis Mouawad, il y a très peu d'interaction pendant le spectacle avec le public. Pour moi, voilà, c'est curieux d'avoir autant de force et de génie, et en même temps, de mettre ce fossé entre les deux. Moi, j'aimerais que le public, d'une certaine façon, prenne la parole. Et tu aimerais qu'il l'apprenne comment? Thomas Ostermayer, par exemple, qui est un très grand dramaturge allemand, demande souvent à ses comédiens de rentrer en interaction avec le public. Moi, je trouve ça très intéressant. Alors, évidemment, le public, souvent, il va au théâtre comme on va à la télé, c'est-à-dire qu'il n'a pas spécialement envie d'être interpellé pendant la pièce. Hein. Il est là, il se laisse partir, et je peux le comprendre. Mais pour autant, je trouve ça intéressant d'être spontanément appelé à donner la parole, comme, je vais dire une bêtise, mais comme dans une entreprise, par exemple, il y a des gens qui s'enferment tout seuls dans leur tâche, pour justement pas avoir à communiquer avec l'autre. C'est quand même vachement confort. Je suis bien tel que je suis, vous parlez pas beaucoup. Non, ça va. Vous allez bien, c'est sûr. Oui, oui, ça va. Là, tu établis un réel lien entre la prise de parole et l'échange. Pour moi, c'est fondamental, quelle que soit la façon de communiquer. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que communiquer, c'est parler, enfin, etc. Il y a bien des façons de s'exprimer, et justement, la gestuelle, le corporel, hein, exprime énormément de choses. Hein. Vous voyez, il y a des gens qui se lèvent le matin, vous les voyez, vous n'avez même pas besoin de leur dire s'ils vont bien ou pas. Le corps est déjà meurtri, on sent une douleur, enfin, le visage, mais même le bras, la posture, etc. Moi, tu anticipes toutes mes questions, et du coup, j'ai pardon, besoin de je suis désolé. les poser. Mais non, vas-y. Non, mais parce que pour moi, la prise de parole, c'est essentiel. C'est-à-dire, si, alors bon, en commençant avec les Italiens, bon, alors évidemment, là, on est sur l'archétype, mais en règle générale, on le voit bien. Et pour avoir fait beaucoup de pays dans le monde, beaucoup de cultures différentes, en Asie, par exemple, à Madagascar, pour dire non, on fait comme ça, et pour dire oui, on fait comme ça. Bon, quand on est né en France, on a appris le français depuis sa putain d'enfance, quand vous êtes face à quelqu'un et vous êtes en train d'essayer de convaincre la personne, et vous attendez un oui, et puis que la personne vous fait... Mais il vous faut prendre une énorme respiration pour apprécier ce oui qui en fait dit non. Enfin, ce non qui dit oui. Enfin voilà, donc du coup c'est compliqué. Voilà, parce que le geste, effectivement, le corps exprime énormément de choses dans une parole. Il y a des personnes, quand elles vous livrent un texte, vous êtes tout de suite happé. Et après, vous êtes là, machin. Vous pouvez même fermer les yeux au bout d'un moment que vous voyez le personnage continuer à vivre.
Il y a d'autres personnes qui sont insipides, ils prennent la parole et il se passe rien. Alors ils ont beau faire des mimiques, voilà, ça passe pas. Alors, en quoi les techniques du théâtre peuvent aider ces personnes à s'exprimer en public? Ah bah alors là, il y a tout dans le théâtre pour s'exprimer en public. Comme quoi? Comme, comment dire, bah, toucher le sol. Le corps, pour s'exprimer, a besoin d'un équilibre. Oui. Déjà, il faut trouver son équilibre. Alors, ça paraît bête, hein, ce qu'on dit, parce que les gens ils me disent, bah oui, mais moi, je sais marcher, il n'y a pas besoin de me dire ça. Non. Marcher, c'est une chose. Après, se sentir dans une posture où les pieds touchent bien le sol, c'est après donner au reste du corps toute une dynamique, jusqu'aux mains, les bras, le corps, la tête, etc. Oui. Et tout ça amène à une volonté d'exprimer. Alors, le regard sur l'autre, il y a des gens qui vous regardent en regardant par terre, enfin, vous parlent en regardant par terre. Le regard aussi a de l'importance. Puis, comme je disais, dans le théâtre, on a un jeu d'interactivité. C'est-à-dire que on apprend à, évidemment, on prend la parole et à s'exprimer, mais en même temps, on apprend à regarder l'autre. L'autre, il vous fait quelque chose qui vous dérange, alors vous dites oh. Ouais. Donc il y a on prend la réaction à l'intérieur du corps. Et du coup que quand on va renvoyer, c'est-à-dire la réponse, mais là c'est un peu comme quelqu'un qui ferait comment on appelle ça, du tennis. Quel que soit le sport à plusieurs, c'est-à-dire qu'en fait on prend la balle et on la renvoie. La réplique, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un, vous êtes sur scène, il y a une dynamique de réplique, vous prenez la réplique, vous la gardez en vous, vous attendez quelques secondes avant de ressortir. Tout le monde est là. Qu'est-ce qu'il va lui répondre? Vous comprenez? Et ça, c'est fondamental. Donc le théâtre amène non pas une aisance, hein, mais une prise de conscience que chaque individu est unique. Chaque individu peut trouver des solutions pour lesquelles on n'a pour l'instant peut-être aucune idée, hein, à l'intérieur de lui-même pour s'exprimer en public. Chaque personne est unique. Les exercices, il y en a plein. Ouais. Tout le monde a des solutions miracles, formidables. Gardez-les, c'est super. Mais je suis une des personnes qui pense qu'il n'y a pas de solution miracle pour tout le monde. Il n'y a pas forme d'atelier, des gens qui viennent et puis qui disent « Oh là là, mais moi, ça fait des années que je fais ça. » Il n'y a rien de pire. Hein, parce qu'en effet, on calque quelque chose à quelqu'un. Alors, bien sûr, un élève plus ou moins bon, à partir du moment où on lui donne une solution, faut pas trop se casser la tête, il va l'apprendre tout de suite. C'est le principe du bonnet. Hein. Moi, j'étais pas bon. Dès qu'on me donnait un truc qui simplifiait l'existence, je fonçais dessus. C'est pas ça, la prise de parole. C'est tout l'inverse. C'est au contraire aller chercher dans l'individu là où ça rappe, là où ça fait mal, et c'est là où c'est génial, parce que la personne, au moment où elle va se sentir libérée et qu'elle va sortir le truc, dans le regard des autres, elle va voir quelque chose de tellement fort que du coup, ça devient énorme. Et la personne qui était cachée dans un placard, dans un bureau ovale, tout au fond du couloir, parce que personne ne s'intéressait à elle, d'un coup, comment dire, t'as vu ce qu'elle a dit? Parce que d'un coup, ça prend une proportion incroyable. Voilà, parce que chaque individu a sa façon de s'exprimer. Merci. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous parler de la caravane des 10 mots? Alors, là, on parle de l'expression, hein, ouais. Donc de communication, ouais. de langage. Ouais. Donc, on a parlé de langage avec la bouche, le verbal, il y a le son, on a parlé de la musique, mais il y a aussi les gestes, hein, la gestuelle, et puis il y a la langue des signes, enfin, etc. Puis il y a autre chose, c'est donc comment s'exprimer. Alors, l'homo sapiens, en règle générale, pour s'exprimer, au début, il a fait des sons, etc. Puis au bout d'un moment, il s'est dit, on va reproduire les mêmes sons, on va en faire des différents. Puis au bout d'un moment, on a fait des langues. Et comme je dis souvent en rigolant, les langues, elles appartiennent à ceux qui les parlent. Ouais. C'est important déjà, hein. Ça simplifie le rapport. J'entends souvent des gens dire, est-ce que tu maîtrises l'anglais? Déjà, rien que le fait de dire qu'on maîtriserait une langue, pour moi, ça paraît complètement,
faut être stupide pour penser ça, hein. C'est inimaginable. Très bien, on retient. Donc, on ne maîtrise jamais une langue, heureusement d'ailleurs. Et puis après, la caravane des 10 mots, ça m'est venu parce que je me suis dit, mais en fait, je parle français. Je suis né sur un territoire où on parlait le français, donc je parle le français, et puis j'ai communiqué en français avec plein de gens. Plein de personnes, et comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes qui, quand ils me posaient des questions, quand ils me parlaient, je me disais, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? J'avais du mal à comprendre là où il voulait en venir. Et alors, j'ai eu la chance de rencontrer des amis qui, dans le théâtre qu'on avait avenue Félix Faure à Lyon, m'ont proposé de créer une manifestation dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie. Alors j'ai découvert cette manifestation, les 10 mots, parce que chaque année 10 mots sont proposés à la population pour s'exprimer. Et puis je me suis dit, mais c'est quand même curieux ça, la langue française en France. Le deuxième article de la Constitution, c'est la langue française, c'est la langue de tous les Français. La plupart du temps, on a un rapport compliqué avec cette histoire de langue française, etc. Parce que on l'apprend à l'école, en famille, enfin, etc. Et ensuite, on est souvent jugé par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que tu t'exprimes bien, pas bien, t'as peu de vocabulaire. J'ai souvent entendu ça, dire ça. Tu sais pas écrire, donc du coup, pour une majorité de Français, la langue française, autant pas trop en parler, quoi. Et pourtant, moi, ça m'intéresse parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire partager une langue? Et c'est comme ça qu'en quelques mois, 2 mois, je crois que j'ai mis pour écrire une phrase. Ça a pris du temps. Mais cette phrase, elle dit « aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. » C'est-à-dire, comment faire en sorte, et on rejoint le début de notre conversation, que chaque individu puisse s'exprimer, ça c'est une première des choses, mais dans une langue avec l'interprétation qu'il en fait lui-même. Moi, je pense que suivant son lieu de naissance, son parcours social, familial, intellectuel, suivant les moments de la vie, même si on connaît le sens des mots qu'on utilise, on les détourne un petit peu, on fait un pas de côté, parce qu'on veut exprimer une douleur. Alors, je prends souvent des exemples simples, la mort, la soif, la faim, etc., etc. À une époque, pour la caravane, je disais, quand vous demandez à une personne sur le port de Marseille qu'est-ce qu'il pense du pastis, et il dit c'est comme le soleil, je suis né avec. Et si vous êtes à Brest, le soleil, c'est déjà pas pareil. Si vous êtes à Lille, alors là on parle d'un rayon de soleil. On parle de la même chose. Tout le monde a le soleil, hein. Et pour autant, voilà, suivant son territoire, on n'a pas ce même rapport. Oui, les visions sont différentes. Voilà. Donc du coup, ça c'est valable pour tous les mots. Donc le goût, par exemple, le vinaigre, je sais pas, n'importe quel goût par rapport à un aliment, c'est personnel. Et puis on l'affine. Alors il y a des gens qui vont très très loin, qui sont capables de vous goûter 25 vinaigres d'affilée, vous dire celui-ci, il est ceci, il est ceci, il est cela. Est-ce que tout le monde est capable de faire ça? Non. Alors quelles sont tes solutions, toi? Pour les mots? Ouais. D'être le plus sincère avec soi-même. C'est être capable de se trouver. Ok. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. Non. Promis, c'est pas facile. Pour mon parcours, alors sur les mots, sur la langue, sur l'art, je ne sais pas si j'aurais construit grand-chose. En tout cas, j'aurais toujours, et j'espère garder ça, toujours cherché à aller ailleurs. Ce qui me reste à faire aussi dans ma vie, c'est de faire comprendre aux gens que la réalité de la diversité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, cette mondialisation, ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité. C'est comme le climat, c'est-à-dire qu'il faut faire avec. Donc il y a encore beaucoup à faire, hein. Ouais, beaucoup. Est-ce que je peux te proposer un jeu qui consiste à répondre à 10 questions en un seul mot? Alors là, ça va être rude pour moi, oui. Bien sûr, avec plaisir. C'est ce qui est con. Alors là, tu touches un point très sensible dans ma personnalité. C'est d'être bref. On essaye? J'ai toujours pris au défi, moi. Ton rituel de préparation avant une prise de parole en public? Une pause. Le mot que tu prononces le plus souvent en public?
Sincérité. Un obstacle ou une crainte à surmonter lors des prises de parole. Ben, un seul mot. Être là. Un mentor ou un modèle inspirant. Dans la chanson? Dans la prise de parole. Dans la prise de parole. Ben, dans l'expressivité de la prise de parole, moi je dis Mouawad, je trouve qu'il s'exprime très bien. Un outil essentiel pour capter l'attention. La sincérité et le regard. Une qualité indispensable pour un orateur. Avoir envie. Ta plus grande force en tant qu'orateur. Ta plus grande force en tant qu'orateur. D'être moi-même. Un mot qui décrit ton ressenti avant de prendre la parole. Ressenti. Eh ben, c'est le plaisir, je pense. Plaisir. Ta collation préférée avant une prise de parole. De l'eau. Un mot pour décrire la clé du succès en prise de parole. J'ai envie, j'ai dit ça. Transmettre. Transmettre quelque chose. Eh ben, merci beaucoup Thierry pour c'est difficile un mot. Hein. Oui, c'est difficile. Ah ouais, c'est difficile parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on revient toujours sincérité, tout ça. Après, la peur du vide, moi, je dirais qu'il y a des fois le stress vient de la peur du vide. On est tellement dans sa pensée qu'au moment de démarrer, ça m'est arrivé ça. De quoi? De t'envoler? Oui. Et tu t'es envolé jusqu'où? En fait, je me suis envolé et donc du coup, je ne suis pas rentré en contact avec les personnes qui étaient devant moi. Ça, c'est ce qui est de pire. Eh oui. Parce que les gens à la fin ils disent mais c'était formidable, mais toi tu sais que tu n'étais vraiment pas là. Ah oui. Voilà, ça c'est ce qui est de pire. Est-ce que tu as été là pendant cette... La pire des choses qui m'est arrivée. Oui, je trouve ça passionnant. Et d'ailleurs, j'ai regardé les autres personnes qui ont été interviewées avant moi, je les ai trouvées vraiment très, très intéressantes. Et je pense justement qu'il y a énormément d'axes dans l'accompagnement. Parce que là, on parle de prise de parole en sachant qu'on parle déjà de gens, de personnes humaines qui ont la capacité à utiliser des mots pour s'exprimer dans une langue qu'est le français en France. Mais quand on est allophone, et ça m'est arrivé dans divers pays, en Chine, enfin dans plusieurs pays dans le monde, mais c'est terrible d'avoir envie de prendre la parole et d'en être incapable. Eh oui, c'est terrible. C'est un sentiment, extrêmement fort et qui peut être à la fois très désagréable. Donc l'ensemble de nos concitoyens devraient aller un jour dans un pays et de devenir allophone pour comprendre ce que ça veut dire. Ouais, et je comprends mieux tout ton travail autour de la ouais, oui, je crois que ça influe. Je crois que tous ces échecs, tous ces abîmes, dans lesquels on tombe, c'est ce qui nourrit aussi cette... en tout cas, moi, ça m'a nourri dans mon envie d'aller chercher pourquoi. Voilà, l'échec scolaire, enfin, etc. Quand on entend à longueur de journée aujourd'hui entendre des journalistes ou des grands de ce monde dire c'est l'échec scolaire, les gens ne savent plus parler, etc. Mais donc je pense qu'effectivement, entre le temps passé sur un
un téléphone portable, un écran, enfin quel qu'il soit, et l'école, bah il y a eu un truc ça s'est délité un petit peu, et du coup aujourd'hui, bah on essaie de ressouder les wagons. Au moment où on s'intéresse à tout ça, l'IA arrive, c'est-à-dire que des gamins, paf, ils pondent, ils mettent 3 mots sur Internet et puis ils chient une rédaction que même le prof n'est pas capable d'écrire. Donc du coup, bah, ça pose question, quoi. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est cette contradiction, cette confrontation des regards dans un phénomène qui est depuis une dizaine d'années mis en avant partout, c'est la prise de parole. En fait, on demande à des gens de prendre la parole, alors que la plupart du temps, on leur demande de fermer leur gueule. C'est quand même terriblement incroyable. Enfin, c'est un paradoxe fou. Si vous prenez la parole, vous devenez gênant parce que vous vous exprimez, et puis en plus, quand vous vous exprimez bien, c'est que vous êtes sincère, et là, c'est encore plus dérangeant. Parce que la prise de parole, en fait, avec un peu de travail, c'est pas si compliqué, mais l'entendre, cette parole, on ne travaille pas ça. Comment on dit à un chef d'entreprise, il faut que tu écoutes tes salariés? Non, lui, il a un cadre avec des objectifs, et c'est dans ce cadre et ces objectifs qu'il doit écouter les autres. C'est bizarre, non? Moi, je trouve ça un peu bizarre. Eh ben, merci Thierry pour tous ces échanges, tes conseils, ton expérience, tes expériences. Et, voilà. Et puis à bientôt. Avec plaisir en tout cas. J'espère que j'ai pas trop regardé de ce côté. Et en tout cas, voilà, c'était vraiment un plaisir. Pour moi aussi, un réel plaisir. Merci beaucoup et puis à la prochaine pour un prochain échange. Merci Elodie.